Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie, sans déclaration de guerre, envahit la Pologne. L'armée polonaise, non préparée à une telle offensive, se retrouve face à des panzers et à l'infanterie allemande bien entraînée. Le 17 septembre, l'Union soviétique lance à son tour son offensive à l'est du pays. Selon les traités germano-soviétiques signés le 23 août 1939. La Pologne cesse d'exister le 6 octobre, lors de la signature de sa reddition. Après 8 mois d'attente, l'assaut général allemand est donné à l'aube du 10 mai 1940. Utilisant leur nouvelle technique de combat nommée Blitzkrieg, qui est la combinaison entre les forces aériennes, les blindés et l'infanterie afin de percer rapidement, efficacement et en profondeur les lignes ennemies. Les deux véhicules phares sont les Junker 87 Stuka, bombardiers en piqué, élément essentiel de cette guerre éclair, et les chars Panzer allemands, rapides et efficaces en nombre, peu armés, mais très rapides. Face aux Panzers allemands, les Français positionnent leurs chars lourds B1 bis. Lourds et peu maniables, ils se retrouvent néanmoins très efficaces contre les Panzers, mais éparpillés, ils se retrouvent vite submergés par le nombre de Panzers. Celui qui dirige l'offensive dans le nord de la France n'est d'autre que Heinz Guderian, celui qui aura créé la Blitzkrieg, avec pour commandant Erwin Rommel, dont on reparlera bien plus tard. Surpris par la vitesse des combats et au Blitzkrieg, les Alliés sont incapables de résister aux Allemands. Ils se replient alors dans la poche de Dunkerque. C'est là que les meilleures unités françaises et britanniques sont prises dans le piège, repoussées par l'armée allemande, qui atteint la mer le 23 mai. Le lendemain, sur ordre direct de Adolf Hitler, l'avancée allemande le long de la côte marque un temps d'arrêt et ne reprend que le 26. L'embarquement des Alliés peut commencer. Jusqu'au 4 juin, malgré les bombardements intensifs de la Luftwaffe, 335 000 hommes, dont 116 000 Français, embarquent à Dunkerque et gagnent l'Angleterre. Pour accélérer l'évacuation des soldats britanniques et français, la Royal Navy fait appel à des bateaux civils. Appelés Noria des Little Ships, ce groupe de navires remplis de civils aideront les soldats à regagner l'Angleterre. Suite à la démission de Paul Reynaud, chef du gouvernement français, le maréchal Pétain prend aussitôt sa place, et demande aussitôt l'armistice. Elle sera signée le 22 juin 1940 à Rotonde. Hitler, content d'avoir vaincu la France en seulement quelques semaines, et ainsi l'humilier encore plus, fait signer l'armistice dans le même train dans lequel avait été signé l'armistice de 1918. Hitler, heureux de cela, humilie encore plus la France en n'assistant même pas à l'armistice. Il fera alors, dès son départ, exécuter l'ordre de brûler le train pour effacer toute trace d'humiliation envers l'Allemagne.
À ce moment-là, 1,8 million de soldats français ont été faits prisonniers, 92 000 ont été tués et 225 000 ont été blessés. Des milliers de civils sont morts lors de bombardements, les villes et les villages sont dévastés et les routes de France regorgent de millions de personnes en fuite. Les clauses de l'armistice sont draconiennes. L'armée est réduite à 100 000 hommes, la flotte de guerre est neutralisée et d'importants frais d'occupation doivent être payés par les Français. L'Allemagne découpe la France en 7 zones. Seule la Grande-Bretagne lutte encore contre l'Allemagne nazie. De juillet 1940 à mai 1941, les Britanniques restent seuls en guerre. La situation est difficile. Mais Winston Churchill, Premier ministre, parvient à galvaniser son peuple et rejette toute négociation avec Hitler. La Luftwaffe décide ainsi d'intensifier la bataille au-dessus du pays. Les Allemands perdent environ 75 avions par jour. Des deux côtés, les pertes sont importantes. Même si la RAF est à bout de souffle, les équipages allemands payent aussi un lourd tribut. Les Anglais ne doivent leur salut qu'à leur tout nouveau chasseur sorti des usines, le Spitfire. Pouvant atteindre une vitesse de 650 km/h, armé de 2 canons et de 4 mitrailleuses, cet avion sera redoutable face au Messerschmitt Bf-109 allemand. Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich habe doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Aber du warst dort. Mein Name ist Peter Müller. Kommandant des Tigerpanzers 237. Les Italiens engagent les hostilités contre les Anglais en Égypte en septembre 40. C'est le début de la guerre du désert. Début janvier 41, les Britanniques repoussent les Italiens jusqu'à Tobrouk et El Aghelia et font plus de 130 000 prisonniers. C'est alors que l'Italie reçoit l'aide de l'Africa Corps de général Rommel, qui prend l'offensive en février. Le 4 février, Benghazi tombe aux mains des Allemands. La garnison australienne de Tobrouk résiste encore et les troupes britanniques reculent jusqu'en Égypte. En novembre 41, grâce à des renforts, elles reprennent l'offensive. La garnison de Tobrouk, toujours assiégée, est libérée par les Britanniques en décembre, après de violents combats. Le 6 janvier 1942, les Allemands se replient sur El Aghelia. Rommel, qui a perdu plus de 24 000 soldats et des centaines de chars, décide de se replier dans la région de Tripoli. Le 21 janvier 1942, Rommel reçoit des renforts de chars et fait leur mouvement vers l'est. Malgré la défense héroïque des Français libres à Bir Hakeim, les Allemands et Italiens reprennent Tobrouk le 21 juin 1942. Encore une fois, les Anglais se replient vers l'Égypte. En juillet, une première bataille a lieu à El Alamein. Les Britanniques en ressortent défaits. Le général Rommel ressort victorieux de cette bataille. Cela n'est que partie remise pour les Anglais.
Le 23 octobre 1942, en supériorité numérique et matérielle, les Britanniques repassent à l'offensive à El Alamein et font des milliers de prisonniers dans les rangs allemands et italiens. Le maréchal Rommel est alors dans une situation désespérée. À l'est, la 8e armée britannique ne cesse de recevoir des renforts et poursuit sa progression vers l'ouest. Alors qu'en Algérie et au Maroc, les alliés anglo-américains débarquent. Après une terrible campagne, les anglo-américains et les Français libèrent la Tunisie en mai 1943. Les Allemands et les Italiens sont chassés d'Afrique. Ces victoires en Afrique du Nord surviennent en même temps que la défaite de Stalingrad. Cette période de novembre 1942 à mai 1943 constitue un tournant dans l'histoire de la guerre. Désormais, les forces de l'Axe ne vont cesser de reculer. Alors que le petit père des peuples se pensait débarrassé de la menace nazie sur son territoire, le 22 juin 1941, Hitler décide de casser le pacte germano-soviétique pour envahir l'URSS. L'avancée de l'armée allemande est fulgurante. En seulement quelques jours, la Wehrmacht pénètre sur les immenses territoires d'Ukraine et de Biélorussie avec pour objectif Kiev, Leningrad et Moscou. Au total, ce sont près de 3,5 millions d'Allemands et de soldats alliés au Reich, 10 000 engins blindés et 5 000 avions qui prennent part à la plus grande offensive de l'histoire. Les 3 millions de Russes mobilisés n'y sont absolument pas préparés. Sans ordre précis, beaucoup meurent au combat ou sont faits prisonniers. En 3 semaines, l'armée allemande pénètre de plus de 1000 km en URSS. La situation est désastreuse. À l'automne 1941, les Allemands parviennent à seulement 10 km de Moscou et encerclent Leningrad. La situation des Soviétiques est désastreuse. L'Ukraine, grenier à blé de l'URSS, les États baltes, le nord de la Crimée et une grande partie des industries minières et sidérurgiques sont aux mains des Allemands. La résistance russe se durcit quand même. Le front se stabilise devant Leningrad, Sébastopol et sur le fleuve Donetsk. L'armée rouge reconstitue ses effectifs qui comptent alors plus de 4 millions d'hommes. Des contre-offensives sont menées en décembre 1941. Le 13, les tentatives allemandes pour encercler Moscou, la capitale soviétique, est repoussée. L'URSS a plié mais n'a pas rompu. Faute de réserve et parce que l'hiver s'annonce, l'armée allemande doit arrêter sa progression. S'engage alors une guerre d'usure entre les deux fronts. Mais un événement majeur vient bouleverser le cours de la Seconde Guerre mondiale. Les Japonais, en guerre depuis 1937 en Chine et en Corée, souhaitent poursuivre leur politique d'expansion en Asie. Ils veulent alors neutraliser la puissance américaine dans le Pacifique. Le 7 décembre 1941, la base aéronavale américaine de Pearl Harbor, dans l'archipel des îles Hawaï, est attaquée sans déclaration de guerre. À 8 heures, au cri de Tora, les pilotes japonais bombardent les 94 bâtiments au mouillage.
prise est totale et en quelques minutes, c'est l'enfer. Certains navires sont touchés et coulent en entraînant les marins vers la mort. De leur côté, les pilotes américains sont dans l'incapacité de rejoindre leurs appareils en feu. Une seconde vague d'avions renouvelle l'assaut à 8h40. C'est une victoire pour le Japon. Washington est prévenu 1 heure après le premier bombardement. Les diplomates japonais remettent alors la déclaration de guerre officielle. À la fin des combats, les pertes américaines s'élèvent à 2403 morts et 1178 blessés. Côté matériel, 2 cuirassés sont coulés et 6 autres doivent être réparés. Mais le potentiel naval américain n'est pas détruit. 3 porte-avions, 44 contre-torpilleurs, 16 croiseurs et 16 sous-marins sont intacts. Ce jour d'infamie, selon les termes du président Roosevelt, balaie les dernières réticences des Américains à s'engager dans le conflit. Le cours de la guerre va désormais être modifié. En août 1942, l'armée allemande lance une offensive contre Stalingrad. Les Allemands atteignent la Volga mais ne contrôlent pas toute la ville. Mi-novembre, les premières glaces apparaissent sur le fleuve. La plus grande partie de la cité est aux mains des Allemands, et les Russes se retrouvent coincés dans les décombres entre la Wehrmacht et la Volga. Malgré d'énormes pertes, les Soviétiques réussissent à contenir les Allemands et à gagner du temps pour que les généraux russes préparent une vaste contre-offensive. Le 12 novembre 1942, l'armée rouge attaque et taille en pièces les Roumains alliés des Allemands, chargés de protéger la route de ravitaillement de Stalingrad. 300 000 soldats allemands se retrouvent bloqués et encerclés dans la ville sans nourriture et munitions. Les ordres du Führer sont de tenir. Le 8 janvier, Paulus, chef des 300 000 soldats, refuse un ultimatum soviétique lui proposant de se rendre. 2 semaines plus tard, il demande à Hitler l'autorisation de capituler, ce qui lui est refusé. Le 26, une attaque soviétique coupe les lignes allemandes en deux. Et le 2 février, les troupes allemandes capitulent et 94 Allemands sortent vivants de cet enfer. Les Soviétiques ont perdu 200 000 soldats et autant de civils. Les Allemands, aventurés jusqu'au contrefort du Caucase, doivent reculer à Rostov pour éviter d'être coupés de leur ligne. C'est la première grande défaite de la Wehrmacht. Le prestige de l'URSS et l'armée rouge et de son chef, le maréchal Staline, grandit dans le monde entier. L'opération Overlord est la plus gigantesque opération militaire jamais mise en place au monde. Au matin du 6 juin 1944, une formidable armada alliée de 6400 navires croise au large de la Normandie. Objectif, faire débarquer des soldats sur le sol européen pour débuter la libération de l'Europe. Les Américains débarqueront sur les plages de Utah et Omaha, tandis que les Anglo-Canadiens, avec l'aide de Français, débarqueront sur Gold, Juno et Sword. Même si les objectifs ne sont pas tous atteints, les Alliés ont réussi à établir une tête de pont longue de 56 km. L'Allemagne ne cessera de reculer de ce jour. Depuis leur victoire à Stalingrad, les Soviétiques ont libéré leur patrie et progressent vers l'Allemagne. Pour mobiliser son armée et son peuple, Hitler proclame que l'Allemagne est le dernier bastion contre l'expansion communiste. En pénétrant sur les territoires allemands, les soldats soviétiques n'ont qu'une idée, se venger des atrocités commises par les nazis en URSS depuis 1941. En mai 1945, l'URSS atteint Berlin. Le 2 mai 1945, un sergent russe, Kovalyov, soutenu par son camarade, plante le drapeau soviétique sur le Reichstag tandis que Berlin brûle. L'Allemagne signe alors sa défaite, le 8 mai 1945, mettant fin au combat en Europe.
Mais la guerre n'est toujours pas finie. Dans le Pacifique, les Américains se battent toujours contre les Japonais qui ne veulent pas se rendre. Truman, alors président des États-Unis, ordonne de bombarder Hiroshima. Le 6 août 1945, vers 2h du matin, le B-29 Enola Gay décolle à destination d'Hiroshima. Dans ses soutes, une seule bombe, 4 tonnes, 3,5 mètres, 75 cm de diamètre. On l'a baptisée Little Boy, la première bombe atomique à être larguée de toute l'histoire. Le 9 août, les Américains réitèrent l'exploit et tuent 70 000 Japonais. L'empereur Hirohito s'adresse alors à son peuple le 10 août. Il faut accepter l'inacceptable. Le Japon doit capituler. Le 2 septembre 1945, les délégations japonaises et alliées signent dans la rade de Tokyo la capitulation sans condition du Japon, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale et laissant place au début de la guerre froide.